Bonjour à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou, mon émission, mais aussi surtout votre émission hebdomadaire qui ausculte chaque semaine nos grands médias et vous en livre les dérives, les dérapages et quelques rares accomplissements. Ce programme n'existe que grâce à vos dons, alors soutenez un média libre et indépendant, le Média TV. Et n'oubliez pas, si vous voulez nous voir sur la TNT, signez la pétition sur tnt-d-1d.fr. C'est parti pour L'œil de Moumou. Alors, émission spéciale émission, je ne sais pas, on a envie d'être disruptif. C'est-à-dire que ce n'est pas une spéciale de L'œil de Moumou, ce n'est pas le classique top et flop avec un invité, mais c'est un mix des deux et pour ça, il fallait quelqu'un à la hauteur. Bonjour Aymeric Caron. Bonjour Moumou. Merci de revenir. Il y a quelques semaines, on s'était vu justement pour une spéciale. Là, ça va être plutôt... Mais c'est un plaisir d'être chez toi, Moumou. Et puis comme ça devient l'un des seuls espaces où on peut encore dire des choses intéressantes en ayant le temps de les dire, on vient toujours extrêmement heureux d'être là. Oui, il est sympa. En plus, il me tutoie, donc on va se tutoyer. Ce sera avec grand plaisir puisque maintenant, tu es un habitué. Alors, il y a une semaine assez riche. On va commencer, alors, avant les tops et les flops, il y a une traduction, c'est le préambule. Et je vais vous donner des nouvelles, des fins de race, là, des guignols qui se reproduisent dans les montagnes en jouant du banjo. Je parle évidemment des gens de Frontières qui ont fait des leurs. Alors, on va y revenir malheureusement au cours de cette séquence. Mais là, ils s'invitent, encore avant, ils avaient des invités extérieurs. Mais là, ils s'invitent eux-mêmes, en l'occurrence, Jordan Florentin va se retrouver face caméra sur Frontières Médias et il va partir en live à tel point que je me demande s'ils ont toutes leurs facultés. Je vous laisse écouter. Pour avoir ou sur notre fragilité. Là où ça m'atteint, c'est dans mon estime de ce qui est aujourd'hui l'être humain. Je crois vraiment qu'il y a aujourd'hui une gauche qui bousille la santé humaine de ces militants, de ces gens-là qui ont du temps à perdre à nous envoyer des insultes en message privé. Donc vraiment, pourquoi on tient face à eux? Pourquoi on est résilient? Pourquoi on est joyeux? Pourquoi je danse avec des jeunes femmes de Némésis face à l'extrême gauche? Pourquoi on est comme ça? Mais tout simplement parce que je crois profondément que nous sommes un camp plus bienveillant, plus bon, et puis d'un niveau quand même qui dépasse ces gens-là. Donc nous n'avons pas à nous abaisser à eux. Et c'est en cela que nous sommes un rempart d'abord humain, moral, bienveillant face à l'extrême gauche, mais également parce que nous sommes peut-être les seuls aussi en capacité à aller comme ça à l'affront, parce qu'aujourd'hui on a le cuir solide, on a le dos raide face à cette ultra-gauche. Et puis, encore une fois, et je le disais en début d'interview, il y a un besoin aujourd'hui d'informer, d'enquêter, de mener des investigations. Alors pour qui aurait la chance de ne pas les connaître, je vais quand même rappeler qui sont ces gens-là. On va voir, ils vendent des goodies à la con, des t-shirts, machin, et regardez les slogans qu'on peut voir sur les t-shirts. On est chez nous, qui est quand même digne, je pense, d'un slogan néo-nazillon d'ex-RDA, et je trouve que ça pose déjà un problème. Alors je voulais juste te faire réagir sur celui-ci. Regardez bien, faites des bébés. On est en 2025, il y a eu des attaques notamment contre l'IVG il y a quelque temps, avec la question de l'inscrire ou non dans la Constitution, et là on a une jeune femme qui va s'adresser à des jeunes femmes, alors je n'ai pas peur des mots, à des jeunes femmes ariennes, pour appeler à la repopulation, pour éviter évidemment le grand remplacement, et qu'une jeune femme ait un t-shirt, arbore un t-shirt, faites des bébés, qu'est-ce que ça vous évoque? Enfin, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, j'ai pas eu tout le contexte, j'ai vu l'image, mais elle s'adresse vraiment à des femmes ariennes, comme tu dis. Est-ce que j'ai pas vu? L'idée, c'est de repeupler, c'est l'idée de Stérin. Quand il appelle c'est contre l'immigration, c'est ça? Absolument. C'est-à-dire que il y a un grand remplacement, on va le contrer en faisant des bébés. Et elle répond à l'appel de Stérin, qui est un financeur de ces trucs-là. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu as l'impression d'un retour en arrière d'une certaine France rance, comme l'appellent certains? Qu'il y ait des gens qui sont encore attachés à la natalité, à l'idée que c'est bien d'avoir 2, 3, 4, 5 enfants, ça ne me gêne pas en soi. Il n'y a pas de raison. Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut, même si, à titre personnel, je considère que, évidemment, pour des raisons écologiques, chacun doit s'interroger aujourd'hui sur notre nombre sur la planète. Ça, c'est encore un autre sujet. Il y aura un vrai sujet aussi, c'est la difficulté qu'ont beaucoup de personnes aujourd'hui à faire des enfants parce que les circonstances économiques ne leur permettent pas. Là, ce sont des sujets intéressants. En revanche, évidemment, dans la connotation que tu viens de soulever, qui serait l'idée qu'il faudrait... comment dirais-je, perpétuer une certaine race pour contrer une culture venue d'ailleurs, puisque c'est leur discours, c'est effectivement extrêmement grave. Et là, on se rapproche
d'une certaine idée du nazisme, j'ai envie de dire. Non, à ce message-là, je préfère la chanson de Goldman, qui elle était beaucoup plus pacifique, qui s'appelait Fais des bébés, qui était en 87, je crois, sur l'album Entre gris clair et gris foncé. Absolument, ouais. Est-ce que tu connais? Oh, bah, par cœur. Donc je conseille aux gens d'écouter plutôt l'album de Goldman que ces conneries. Absolument, moi aussi. Alors on va pouvoir passer au top. Alors le premier top, c'est un top raccourci avec un S. Il y en a eu plusieurs malheureusement cette semaine. Il va à Flora Gebali, donc un avis surtout un avis comme dirait l'autre, et qui réussit à faire le lien entre LFI, alors au sens large, je pense qu'elle pense à l'extrême gauche, comme on dit chez Frontières, et l'attaque terroriste en Australie. Je vous laisse l'écouter. C'est horrible ce qui s'est passé hier. C'est un acte antisémite de plus. Voilà, on va pas commenter l'horreur. Je pense qu'on est tous d'accord sur le niveau d'horreur. Moi, hier matin, j'étais sur Twitter au moment où on a appris la nouvelle. Et alors désolée, je politise tout de suite la conversation, mais un truc qui m'a effrayée, c'est de voir les cadres de la France Insoumise tweeter les uns après les autres comme un seul homme leur hommage. Et je me suis dit que c'était un peu facile, c'est un peu comme le RN, c'est un peu facile d'essayer de faire patte blanche après avoir passé 2 ans à alimenter la haine antisémite en France. Donc elle n'a pas été toute seule, Flora Gebali, puisqu'il y a aussi Shannon Seban, donc ex-macroniste, qui est passé chez les Républicains. Je ne sais pas si c'est un cadeau ou un truc piégé. Une grande perte pour oui, mais ça va renforcer LR forcément, donc qui est allié objectif de plus en plus du Rassemblement national, qui elle aussi va y aller de son couplet. Je vous laisse regarder, avec une espèce de truc feinte, enfin une espèce de colère comme ça. Non, pas vous et les filles, je vous interdis de vous prononcer sur ce qui s'est passé en Australie. Comment vous qualifiez, enfin vous, je parle collectivement, comment vous qualifiez cette espèce d'habitude que je trouvais extraordinaire de pouvoir rattacher tout ce qui se passe dans le monde, enfin en France et dans le monde, de le rattacher à la gauche française, en l'occurrence à LFI et aux apparentés dont vous faites partie. Je rappelle que Rêve est apparenté à LFI. Comment tu expliques ça? C'est cette obsession? Ça fait partie d'une campagne de diffamation à l'égard, alors certes de la France Insoumise, mais de manière plus générale donc de ses alliés, mais aussi de toutes les personnes qui se sont engagées pour les droits des Palestiniens depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Avec cet argument qu'on connaît maintenant tous par cœur, que dénoncer les crimes israéliens à Gaza serait assimilable à de l'antisémitisme. Voilà, c'est un argument qui évidemment est d'une malhonnêteté absolue et qui est même gravissime, puisqu'en réalité c'est un argument qui entretient l'antisémitisme, puisqu'en faisant ça, ceux qui avancent ce genre d'idées font l'amalgame, eux, entre juifs égale israéliens égale soutien de Netanyahou, ce que bien évidemment aucun acteur honnête du débat ne fait. Quand on défend les droits des Palestiniens, il n'y a jamais personne, en tout cas dans mon camp politique, c'est-à-dire à l'AFI ou les alliés comme moi, qui n'a commis, je dis bien commis cet amalgame odieux, qui précisément entraînerait l'antisémitisme. Et c'est ceux qui font justement l'amalgame entre critique du gouvernement Netanyahou, critique, dénonciation du génocide et antisémitisme, qui alimentent l'antisémitisme précisément en créant la confusion. Là, j'ai trouvé que c'était particulièrement odieux ce qui s'est passé dans la journée de dimanche et le lundi qui a suivi, c'est-à-dire après les attentats antisémites, l'attentat antisémite de Sydney, à savoir que l'AFI dénonce, donc c'est dégueulasse. Mais s'il ne dénonce pas, c'est dégueulasse aussi. Oui, c'est un peu l'idée, c'est on coince, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, de toute façon, ça ne va pas. C'est un peu le syndrome ou le symptôme des fréristes, des frères musulmans. C'est-à-dire que soit c'est des musulmans qui se cachent en faisant des études et que c'est la tarqiya et ainsi de suite, soit c'est des frères musulmans tout court avec des grandes barbes et tout ça, et que dans tous les cas, ils sont perdants dans tous les cas. C'est un peu le problème. Là, c'est en train de nous dire que derrière cette condamnation du positionnement des LFI par rapport à ce qui s'est passé en Australie, on parle antisémitisme, on parle Netanyahou et ainsi de suite. Derrière tout ça, il y aurait encore une condamnation de Gaza et des Gazaouis. C'est ça qui se joue, mais est-ce que tu vois un petit peu le marasme intellectuel dans lequel on est plongé aujourd'hui? Alors, la dénonciation de la dénonciation de la dénonciation, on s'en sort plus. Ce qui s'est passé à Sydney, c'est une atrocité que tout humaniste dénonce, c'est une attaque antisémite ignoble.
et on doit tous être d'accord là-dessus, ça ne devrait même pas faire débat. Mais là, on fait débat sur la manière dont on a dénoncé, sachant qu'il y a un autre débat sur... C'est plus possible, ça. C'est cette suspicion permanente pour, in fine, essayer, même parfois, je ne dis pas que c'était le cas de tout le monde, de justifier a posteriori la défense d'Israël ces 2 dernières années. Moi, j'ai lu des commentaires comme cela. On en a eu sur CNews, par exemple, des gens qui ont dit « Eh ben voilà, à force de critiquer le gouvernement israélien, voilà ce qui se passe. » Donc c'est la faute de ceux, ceux qui ont dénoncé le génocide. C'est odieux. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec une instrumentalisation du drame de Sydney pour les intérêts du gouvernement fasciste israélien. Netanyahou, bien évidemment, le premier l'a fait, mais il y a eu énormément de relais en France à ce sujet. Et là, moi, je m'interroge sur la dignité des gens qui font ça. Donc, tu as cité 2 extraits, par exemple. Là, en fait, ils utilisent le sang des victimes de Sydney pour un agenda politique qui est celui de la politique de colonisation, d'apartheid et de génocide israélien contre les Palestiniens. Oui, c'est pour ça que je parlais bien d'un espèce de billard à 18 bandes. Elle va être sympa, la campagne de la présidentielle, si on continue comme ça, ce qui est fort probable. Le prochain top est un peu long dans son intitulé, j'en suis désolé, c'est top, on n'est pas bien là en terrasse autour d'un apéro patriote. Alors pourquoi ? Parce que je vais vous inviter à regarder ce plateau. Alors on a l'impression d'être sur CNews à minima, et en fait pas du tout. Regardez, et je vous donne la réponse après, mais enfin vous allez le deviner. Moi maintenant, la grande objection que j'ai face à cette idée, c'est que je pense qu'il y a plein de droites, mais en tout cas qu'il y a 2 droites qui n'ont pas le même référentiels idéologiques, intellectuels, qui se sont combattus dans l'histoire, qui se sont butés dans l'histoire. L'attentat du petit Clamart jusqu'à 2002. Comment voulez-vous rassembler des familles idéologiques qui s'opposent sur tout et sur leur définition de la République ? Je crois justement que c'est 2 choses. La première, en effet, quand je parlais de 2007, évidemment, je faisais référence à Patrick Buisson. Et deuxième chose, Éric Zemmour, en effet, dans quelques années, on s'en rendra sûrement beaucoup plus compte, a beaucoup compté dans le débat de D, et il y aura un avant et un après campagne 2022. Donc, qui c'est qu'on retrouve sur le service public ? On retrouve Stanislas Rigaud. Alors, le moment où il arrive vraiment sur le plateau, il est super content, il est fan. Pourquoi ? Parce qu'il retrouve des copains, puisqu'il y a 2 transfuges, notamment 2 transfuges de CNews qui sont là. Et là, ils vont être tranquilles pour parler de Zemmour et de l'influence de Zemmour sur la vie politique française, qui, je le rappelle, n'est pas élu, ne représente que lui-même. Et puis, ils vont dire qu'il y a un avant et un après 2022. Sous-entendu la présidentielle. Alors ça me fait beaucoup rire ce truc-là parce que c'est l'expression que j'emploie pour me moquer un peu des confrères et des consoeurs qui ne savent pas trop quoi dire. Et vous savez qu'ils disent notamment persiste et signe et ainsi de suite. Et puis ils disent il y aura un avant et un après 11 septembre 2001. Voilà, c'est vraiment les phrases complètement creuses. C'était vrai pour le 11 septembre. Oui, c'était pas faux. Mais on peut l'utiliser pour n'importe quoi. Je veux dire, toi, il y aura un avant après cette émission, par exemple. Exactement. Voilà, si je me fais des raviolis, il y aura un avant après raviolis, puisque je les aurais bouffés. Pas toujours, franchement. Non, c'est Moumou, vrai, honnêtement. C'est vrai. C'est un parallèle un peu douteux. Ça rappelle les heures sombres de l'histoire. Sauf si tes raviolis étaient périmés. Là, il y aura effectivement un après. Vous êtes bien sur l'œil sur le Média TV. On y revient. Non, qu'est-ce que ça t'évoque ? Puisque je sais que tu avais pris des positions et on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, notamment pendant la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public avec des questions assez précises et assez directes. Qu'est-ce que ça t'évoque de voir comme ça Rigaud, qui ne représente rien, ni personne, il le présente, je crois, si mes souvenirs sont bons, comme ancien responsable de Génération Z, mais qui est reçu par des anciens de CNews. Est-ce que ça raconte quelque chose ? Il est quoi aujourd'hui ? Ils le mettent juste ancien. D'accord. Alors je crois qu'il doit être dans le staff, dans le bureau, dans le DAS, bureau politique de Zemmour, j'imagine, de Reconquête. Mais enfin, ils l'ont mis comme ancien responsable de Génération Z. Qu'est-ce que ça raconte, ça ? Ça raconte que c'est un vrai souci avec France Télé. Je m'en suis entretenu avec la présidente Delphine Ernotte parce que je fais partie de ceux qui ont été extrêmement surpris de voir la tournure qu'a pris la chaîne info de France Télé, qui est donc France Info TV. Il y a beaucoup de problèmes sur cette chaîne depuis de nombreux mois. Alors, il y a bien évidemment le traitement du génocide à Gaza. Ça a duré pendant 2 ans, puisqu'on a eu sur cette chaîne depuis 2 ans, alors sur les JT de France Télé en général, mais sur cette chaîne en particulier, un traitement qui était vraiment pro-israélien, avec beaucoup de séquences qui ont été identifiées, qui sont problématiques. Et là, effectivement, on a vu débarquer à la rentrée, donc, ces gens qui ont été extirpés de CNews pour venir maintenant créer un rendez-vous sur cette chaîne info du service public. Et ça en dit long sur le fait que le service public, en réalité, aujourd'hui, a décidé de donner une place
aux idées de l'extrême droite dans leur notabilité. Parce que moi, ça ne me gêne pas, je trouve même ça normal, sachant qu'on a aujourd'hui un Rassemblement national à 30, 35, 40% en fonction des échéances électorales. Ça me semble tout à fait normal, et d'ailleurs ils le sont, que les porte-paroles du Rassemblement national et de ces idées d'extrême droite, aujourd'hui, soient invités sur le plateau. Ils le sont d'ailleurs, comme tous les autres partis, à condition, bien évidemment, qu'on confronte très sérieusement ces invités lorsqu'ils sont sur un plateau. C'est-à-dire qu'on leur explique que ce qu'ils disent, c'est des conneries, que c'est des fake news, que leurs études sont bidons, etc. Là, il faut qu'on fasse le travail de journaliste en face. Ce qui est gênant dans le rendez-vous que vous citez, c'est que ces gens ne sont pas présentés comme des gens venant de la bolosphère, donc d'une tendance qui est la droite dure et l'extrême droite, avec un invité qui lui aussi fait partie, on va dire, du même copinage intellectuel. Et donc, ça nous est présenté comme un espace de réflexion tout à fait anodin. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est-à-dire qu'on ne nous met pas le warning dessus. Attention, et d'ailleurs, pourquoi créer un tel rendez-vous en réalité ? L'idée même de créer ce rendez-vous... De se poser la question, à quel titre et pourquoi quelqu'un s'est dit à un moment donné dans le staff de France Info, en l'occurrence, ou de France Télévisions. Parce que je pense qu'ils ont un problème à France Télé, c'est qu'ils se disent... je ne suis pas sûr qu'il y ait une... perversion totale dans l'idée de dire nous allons promouvoir les idées d'extrême droite. Je pense que c'est une manière pour eux de répondre aux critiques qui peuvent être faites par l'extrême droite, qui veut privatiser, comme vous le savez, le service public. Et c'est une réponse qu'ils leur est faite en leur disant regardez, il ne faut pas dire ça. On a des gens qui, aujourd'hui, incarnent ces idées qui vous sont si chères. Je pense que c'est ça, mais c'est extrêmement maladroit de leur part, parce que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Moi, ce que j'ai dit, puisqu'effectivement, je suis très impliqué dans les sujets audiovisuels, je fais partie de la commission culture, je suis rapporteur pour avis du budget sur l'audiovisuel public, donc j'ai auditionné l'an dernier, puis à nouveau cette année, tous les dirigeants de l'audiovisuel public français. Ce que je dis à propos des chroniqueurs, et donc des paroles qui sont portées sur les plateaux en dehors des invités. Parce que pour les invités, c'est assez clair, il y a quand même des temps de parole qui doivent être répartis en fonction du poids électoral, donc c'est assez facile d'être juste. Ce qui me gêne beaucoup, moi, c'est que dans une émission, alors je l'ai dit, ça peut être C'est à vous, par exemple, on est un chroniqueur unique, éditorialiste, qui, tous les soirs, va nous livrer son billet d'humeur, son analyse sur la situation politique en France. Et sur C'est à vous, par exemple, on a le même depuis 14 ans. Patrick Cohen, pour ne pas le citer. Ouais, mais c'est un point de vue qui est... politique. On a comme figure du service public dans les émissions politiques qui fait cette fonction d'éditorialiste, c'est Nathalie Saint-Cric, dont aujourd'hui on découvre tous les biais idéologiques qui sont on ne peut plus évidents, indéniables. Et le copinage aussi. Et le copinage qui est lié à tout ça. Nathalie Saint-Cric qui a dit, je le rappelle, mais je pense que tous tes spectateurs le savent, que les musulmans étaient intrinsèquement antisémites. Bon. Et moi, ce qui me gêne, c'est que on est dans toutes ces émissions du service public une voix de l'éditorialisme. Alors qu'il devrait y avoir des voix qui représentent toutes les tendances politiques aussi à travers les éditorialistes. Ce serait déjà une manière de faire vivre le pluralisme. Mais je pense aussi que c'est pas une volonté de promouvoir de manière militante l'extrême droite, c'est effectivement, et je crois que c'est j'ai oublié son nom, mais le bras droit de Delphine Ernotte, Tardieu, qui t'avait répondu en commission. Je vous invite vraiment à aller voir, c'est un peu long, c'est 4h30 je crois, mais je vous invite vraiment à aller voir l'audition de Delphine Ernotte, c'est assez instructif. On va y revenir, mais il avait répondu que ils étaient ouverts à toutes les tendances et qu'il fallait du pluralisme et ainsi de suite, et qu'il justifiait ça par rapport à ce que tu lui avais dit. Oui, sauf qu'il n'y a pas, le problème c'est que, je veux bien, sauf qu'il n'y a pas, vous n'avez pas trouvé un rendez-vous où les deux personnes qui discutent, qui débattent sont des écolos, des anticapitalistes. Non, ça n'existe pas. Non. Ça se retrouve dans les matchs à la con du type GG-RMC où il y a la caution gauchiste, syndicaliste et ainsi de suite. Mais on ne le retrouve pas dans des débats effectivement du service public qui sont un peu plus sérieux avec un peu plus de tenue. Il y a également un flop, pour continuer, un flop spécial cagoulard. Alors, la cagoule, je rappelle, c'est les mouvements, ça symbolise les mouvements d'extrême droite de l'entre-deux-guerres, avec l'aboutissement je crois que c'était le 6 février 1934, devant l'Assemblée nationale, avec une volonté de prendre l'Assemblée nationale par ces mêmes groupuscules d'extrême droite déjà. Et là, elle va s'en prendre de nouveau aux parlementaires, cette extrême droite, au travers de Frontières de nouveau.
quand un vice-président, je dis bien un vice-président, c'est important, du Sénat va être visé et qu'il va expliquer que quand on le vise lui, et je trouve qu'il a vraiment bien joué, alors on parle de Pierre Ouzoulias, un sénateur communiste et vice-président, qui a des problèmes récurrents de santé. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne vais pas évidemment faire leur jeu, mais ils ont publié donc une vidéo absolument indigne, totalement indigne, et ils se sont même pris des critiques véhémentes de la part de leur propre camp. C'est vous dire si c'est d'une violence particulièrement remarquable. Eh bien, il va, Pierre Ouzoulias, passer chez nos amis justement de France Info, chez Antoine Comte, et je trouve que, voilà, je le dis parce qu'on est assez critique vis-à-vis du service public en ce moment et au cours des émissions et des différentes chroniques, je trouve qu'Antoine Comte a vraiment fait le job et a été, pour le coup, très digne, et j'ai trouvé extrêmement intéressante la réponse et le courage de Pierre Ouzoulias pour faire face à ces petites graines de facho. Je vous laisse écouter. Alors, pour revenir sur ce média donc d'extrême droite Frontières, il y a l'un de ces journalistes qui a réagi sur les réseaux sociaux et il a la phrase suivante. Il dit, je le cite, « Ils se gavent tellement de votre argent », donc de l'argent des Français, sous-entend-il, qu'ils en vomissent. Quelle est votre réaction par rapport à ça, au-delà du fait que c'est totalement indécent et délirant? Mais quelle est votre réaction? Comment vous réagissez quand vous avez lu ces mots qui amplifient encore plus finalement la diffusion de cette vidéo? C'est diffamatoire. Et je me réserve la possibilité de poursuivre ces propos en justice. Et ça me rappelle, comme je vous le disais, la propagande fasciste des années 30, où la République, vous vous souvenez, c'était la gueuse. Le palais Bourbon, c'était le palais Bourbeux. Et de toute façon, tous les parlementaires étaient corrompus, il fallait les éliminer. On est dans cette ambiance. Et je suis très inquiet pour la suite. Il faut se rester. Vous dites même que vous êtes inquiet pour la démocratie. Je cite vraiment la phrase, quand le malaise d'un sénateur devient un argument politique, c'est toute la démocratie qui est en danger. C'est ce que vous avez écrit dans votre communiqué. Tout à fait. Et on vise derrière moi l'institution, et l'institution sénatoriale, parce que vous voyez bien, de toute façon, tous les sénateurs sont repus toute la journée. Et si j'ai vomi, c'est parce que j'étais sous. On voit très bien quel était Donc vous allez porter plainte? Oui, tout à fait. Oui. Atteinte à la dignité? C'est de la diffamation. Diffamation. C'est de la diffamation. Quand on dit que je me gaffe de quoi? Alors j'ai eu ce week-end Pierre Ouzoulias au téléphone. Il envisageait de porter plainte contre notamment l'un des journalistes de Frontières qui expliquait dans un tweet parce qu'en plus ils ont honte de rien, ça qui reviennent à la charge à chaque fois, qui expliquait qu'à force de se gaver, Pierre Ouzoulias du coup en était venu à voilà et que donc il a effectivement décidé de porter plainte et je l'y encourage bien évidemment. Alors il y a eu, je disais, un certain nombre de personnes qui sont venues apporter leur soutien à Pierre Ouzoulias et donc à évidemment dénoncer ce qu'a fait Frontières, qui est hors de tout cadre déontologique et éthique. Eh bien, il y a également Sonia Mabrouk, qui apporte son soutien à Pierre Ouzoulias. Alors c'est assez étonnant, parce que je me pose la question, va-t-il y avoir une cohérence? Est-ce qu'elle va continuer à inviter et à aller dans des chaînes et sur des plateaux qui invitent ces racelards, ces potes racelards et antiparlementaristes, ces cagoulards de Frontières? À suivre, on vous dira si oui ou non elle s'est mise en cohérence ou pas. Et sur ce dossier, pour terminer, je voudrais, alors là pour le coup je voudrais avoir ton avis, il y a une initiative citoyenne de saisine de la CPPAP. Alors la CPPAP, c'est la commission qui attribue des numéros de commission paritaire, donc qui permettent aux journaux de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, que vous votez d'ailleurs les parlementaires, d'avantages pour les journaux, notamment il y a des affaires postales, enfin il y a toute une série de choses, de réduction des coûts et compagnie. Donc ça permet aux journaux de vivre, et un peu comme sur l'ère des Sleeping Giants que nous connaissons bien ici, il y a des citoyens qui se sont dit, voilà, on va saisir la CPPAP pour demander de manière massive et répétée le retrait de cette fameuse commission paritaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que visiblement, et contrairement à l'Arcom, on y reviendra dans une prochaine émission, mais contrairement à l'Arcom, la CPPAP a demandé des éléments, des pièces, de façon à pouvoir justifier, donc des captures d'écran pour aller vite, pour pouvoir justifier du retrait potentiel de cette commission paritaire, ce qui est arrivé, je crois récemment à Rivarol, par exemple, le journal antisémite. Est-ce que ça peut faire partie des solutions? Ouais. Merci pour... Je plaisante. Oui, absolument. Mais il faut regarder effectivement dans les médias qui sont aidés si ces aides sont justifiées ou pas, à savoir si ce sont vraiment des médias qui fournissent le minimum qu'on attend d'eux en tant que médias. Ça ne veut pas dire que ce soit des médias qui ne peuvent pas avoir une opinion, bien évidemment. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Bien au contraire que des médias aient une ligne éditoriale.
Oui, bien sûr. Engagés. Derrière un projet politique, ça a souvent été le cas, et c'est le cas d'ailleurs absolument presque tout le temps dans ce qui concerne la presse écrite notamment, ou sur le web. Mais néanmoins, il y a des règles déontologiques de base à respecter. Et il faut quand même fournir un travail journalistique, de contradiction, de vérification, et ainsi de suite. Donc ça ne peut pas être comme Frontières, juste un endroit où on fait du meeting en permanence ou des happenings, parce que je connais pas très honnêtement, malheureusement je tombe sur des trucs sur les réseaux, mais évidemment je passe pas trop de temps sur ce genre de médias, mais je vois que le Florentin, c'est ça le nom du Darocha, mais on va l'appeler Florentin puisqu'il se fait appeler Florentin. Ouais. Je sais, il se balade dans des manifs juste pour provoquer les manifestants, mais il n'y a absolument aucun travail journalistique, mais aucun. Donc c'est très important qu'il y ait un ménage qui soit fait là-dedans. Moi je prône aussi pour le coup une rénovation complète de l'Arcom. Ça, on pourra en reparler, évidemment. Oui, on en reparlera après les fêtes avec grand plaisir. Oui, je crois que tu vas faire une émission là-dessus. Et moi, je pense même qu'il faudrait qu'on mette en place, alors ça existe, mais je trouve que pour l'instant, c'est un organe qui est presque symbolique, un conseil déontologique. Un conseil déontologique qui aurait la capacité de sanctionner, d'enlever des cartes de presse, etc. etc. Je suis assez favorable à ça. Ouais. Bien sûr, parce que c'est absolument intolérable que des médias puissent continuer à exister comme si de rien n'était, alors qu'ils ont été pris en flagrant délit de fake news 10, 15, 20 fois, qu'il y a des journalistes très clairement qui n'en sont pas, absolument pas. Donc il y a un souci en France à ce sujet. Donc, mais après, c'est très compliqué. Hein. C'est une espèce de serpent de mer, l'histoire du conseil de déontologie. Ça fait des années et des années que ça traîne. C'est très compliqué parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Des médias qui ont des points communs, certes, mais beaucoup de différences. Les syndicats, etc. Donc, je crois que c'est pas gagné pour que ce soit créé chez nous, mais j'aimerais beaucoup que ça existe. C'est pas gagné, notamment la responsable de la FIJ, la Fédération internationale des journalistes, qui était sur ce plateau il y a quelques mois, expliquait que le risque, si on instaure, donc je le redis, moi j'y suis absolument favorable, si on instaure quelque chose de l'ordre de la régulation et de la sanction, si un certains partis politiques d'un certain bord arrivés au pouvoir, ils pourraient s'en servir pour museler la presse et la mettre au pas. La question, c'est toujours celle de la manière dont tu fabriques l'instance de régulation. Si tu la verrouillée au sens positif du terme, de manière à ce qu'elle soit hermétique au pouvoir politique, c'est intéressant. Oui, c'est vrai que ça change. Ça fait partie des idées que j'ai pour l'Arcom. L'Arcom, je souhaiterais qu'elle soit complètement détachée des pouvoirs politiques. Des pouvoirs évidemment, politiques. Et il y a des moyens pour le faire. Absolument, faut-il encore avoir la volonté. Je précise que vous pouvez aller voir le Conseil de déontologie journalistique et de médiation qui a rendu encore de nouveaux avis. Alors c'est des avis consultatifs, mais rebelote. 3 fois, dans le même truc, il a été saisi sur trois problématiques liées à Frontières et sur les 3 fois, il a reconnu qu'il y avait effectivement un problème et que ça ne correspondait pas à la déontologie journalistique. Donc voilà, ça, même avec un avis consultatif, ça coince pour les gens de Frontières. Les tops et les flops, c'est terminé. Nous allons maintenant passer au microscope. Alors, le microscope, il va porter aujourd'hui sur les commissions d'enquête parlementaire. Alors, dit comme ça, c'est pas super sexy. Alors là, c'était une commission d'enquête parlementaire sur la question du service public et vous avez collectivement reçu et interrogé Delphine Ernotte. Donc on va y revenir et essayer de comprendre à quoi servent ces fameuses commissions d'enquête parlementaire vis-à-vis desquelles je suis un peu sceptique. Mais on en reparlera bien évidemment. T'es ciblé notamment par Fredo Lamaleste de manière assez récurrente. Là, on va voir un échange de tweets, d'amabilité entre vous deux. Alors, c'est suite à ce qui s'est passé en Australie, à l'effroyable tuerie en Australie. Il va se servir de ça pour venir expliquer que, une fois de plus, il n'aura pas fallu longtemps à Aymeric Caron, pour retourner le truc et ainsi de suite. Comment tu expliques une telle obsession qui va jusqu'à se servir de quelque chose qui, a priori, devrait inciter à recueillement, puisque c'est quand même un acte foncièrement antisémite. Qu'est-ce qui fait que même sur un truc comme ça, il va te rentrer dedans de manière obsessionnelle? Et est-ce que vous connaissez? Alors c'est ça la question aussi. Une fois de plus, on a déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais en ce qui concerne l'attentat antisémite de Sydney, ce qui a été désolant, c'est de constater que les charognards étaient sortis. Moi, j'utilise vraiment ce terme-là, c'est-à-dire des gens qui se sont servis de cet acte abominable pour ensuite aller régler des comptes personnels.
Donc il y en a eu beaucoup, il y a eu Arthur, il y a eu... On va en reparler. Il y a eu donc... comment tu l'appelles ? Fredo Lamaneste. C'est par rapport à son casier. Ouais. Donc Aziza, ils étaient assez nombreux. Pourquoi ? Est-ce qu'on se connaît ? On s'est croisés, mais on ne se connaît pas plus que ça. J'ai été invité il y a peut-être 10-15 ans sur son plateau pour un livre que j'avais sorti. C'est le souvenir que j'en ai. Puis ensuite, je l'ai croisé à l'Assemblée quelques fois. Mais on ne se connaît pas. Non, je pense que ce qui se passe, c'est que je fais partie de ceux qui ont régulièrement dénoncé son émission complètement bidon sur Radio J. Oui. Mélenchon, antisémite. L'émission, je l'ai rebaptisée Mélenchon, les antisémites Mélenchon. Les antisémites Mélenchon. Puisque c'est l'unique concept de son, il vaut mieux en rire, ouais. de son émission, c'est de recevoir quelqu'un pour lui faire dire à un moment que les antisémites Mélenchon. Donc, et alors ce qui est très drôle surtout, c'est que tu vois, il fait l'antisémite Mélenchon. Alors la personne en face, parfois, elle ne sait pas trop quoi répondre. Non, mais j'ai pas bien compris. Vous avez bien dit qu'il est antisémite. Oui, c'est ça. Vous pouvez le répéter ? Il fabrique des phrases, il fabrique des phrases. Une pourriture antisémite ? Vous avez dit saloperie ou pourriture ? Oui, on l'a refait. Capture. Oui, non, c'est très impressionnant. Voilà. Et donc j'ai souvent pointé ces méthodes. Parfois d'ailleurs, j'en suis moi-même la victime puisque je fais partie aussi des cibles de ces cibles personnelles ou des cibles de ses invités. J'ai souvent pointé qu'il faisait partie de ceux qui avaient soutenu le génocide à Gaza, par la manière dont il commente les événements là-bas, qui en gros la continuation de la propagande du gouvernement israélien, à quelques nuances près. Même s'il a essayé à un moment de s'en détacher, la reconnaissance par la France de l'État palestinien, il a commencé à dire « Oh là là, mais finalement, Netanyahou, j'aime pas trop. » Ah d'accord, ça fait 2 ans que tu ne nous avais pas vraiment fait comprendre ça, mais il n'y a pas de souci. Donc, il y a... moi, je fais partie des personnalités qui sont, c'est comme ça, les plus visées sur les réseaux en raison de mon engagement pour les droits des Palestiniens. Très clairement, oui. Et donc, il y a quelques personnalités qui essayent par tous les moyens de me nuire, de trouver un prétexte pour, alors soit essayer de démontrer que je suis antisémite, en n'avançant jamais le moindre argument d'ailleurs. Hein. C'est souvent comment dirais-je, de l'injure pure, mais qui ne s'appuie pas sur un propos particulier. Et donc, il fait partie de ces gens-là qui essaient de me faire payer cet engagement. Alors, c'était important la question de savoir si vous vous connaissiez. C'est pas juste anecdotique, hein, c'était juste parce que je me demande dans quelle mesure, si j'étais journaliste, ce qui n'est pas forcément à temps plein, j'aurais eu à cœur de t'appeler, enfin au moins si je te croise à la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale, au moins de te dire ce que je pense de toi, de tes positionnements. Mais c'est très étonnant qu'il n'ait pas ce courage-là d'aller vers toi pour te dire franchement les choses. Et de passer par Twitter, c'est quand même assez symptomatique. Ce qui est très intéressant, c'est que... un point très intéressant que tu soulèves, c'est que la quasi-totalité des gens qui me harcèlent ou qui m'insultent ou qui m'accusent sur Twitter refusent toute confrontation argumentée sur un plateau. Alors que tu leur tournes la perche régulièrement. Alors je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai refait récemment à Denis Oliven et à Eindhoven, puisque j'ai été alors là l'objet de leurs menaces et de leurs accusations je ne sais combien de fois. Et je crois que j'avais entendu Malka, l'avocat d'Eindhoven, suite à sa brillante plaidoirie que j'ai pas entendu, j'en sais rien, mais qu'il a jugé suffisamment brillante pour la faire publier dans le procès qu'avait intenté l'AFI à Eindhoven pour avoir dit que l'AFI était, je cite, passionnément antisémite. Et comme il se trouve qu'Eindhoven n'a pas été condamné, pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas du tout celles que fait croire Malka, Malka avait dit sur une antenne que l'AFI, donc... je ne suis pas FI, je me considère comme faisant partie de la sphère. Les Suisses étaient des gens qui refusaient tout débat, toute argumentation. Et qui n'étaient que dans l'insulte. Il se trouve que je me suis fait beaucoup insulter par ses copains, notamment par Eindhoven. Donc je lui ai dit, mais attendez, coucou, moi je discute avec... je propose à nouveau un débat sur une chaîne comme BFM, à Eindhoven, à Denis Oliven, à Delphine Orvilleur, mais même tout le monde ensemble, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Jamais personne n'a répondu à cette proposition. Donc il n'y a aucune volonté de dialogue. Je pense même qu'ils craignent qu'il y ait un affrontement comme celui-ci, puisque là, ce seraient des arguments qui seraient avancés sur la table. On se demande bien pourquoi ils craignent ça. Alors le top du harcèlement te concernant, c'est Jacques Esbag, alias Arthur, hein, qui, lorsqu'il n'est pas à la recherche de jeunes femmes blondes et désargentées pour une future émission... Tu vas te faire attaquer, toi. Oh non, pour une future émission, j'espère qu'il va avoir des émissions. Parce que j'ai même entendu qu'il était blacklisté ou je ne sais plus quoi là, sur une chaîne... sur une chaîne belge. Sur une chaîne belge. Ouais, mais il avait comparé... Parce qu'en France, il n'est pas blacklisté, dans la mesure où, quand il a sorti son bouquin... Oui, il a fait le tour de tous les plateaux. Tous les plateaux possibles
absolument. Mais imaginable. ils ont mis dos à dos, ce qui est un petit peu bizarre quand même. Blanche Gardin, qui elle trinque littéralement, versus, dos à dos avec Esbag, qui vivrait la même ostracisation, ce qui est quand même pas exactement la même chose. Il a pas perdu son boulot, je crois. Du tout. Il a même retrouvé un super bon taf. Et donc, quand il fait pas ça, il va faire la promo de vidéos, notamment, alors qui sont, l'humour, c'est toujours compliqué de dire que c'est pas drôle ou que c'est drôle. Bon, chacun appréciera. Mais là, je n'ai pas spécialement ri parce qu'il vous traite collectivement, mais alors toi en particulier, carrément d'antisémite et surtout de collaborateurs de nazis. Oui, pardon. Mais là, c'est pas collectivement, c'est une vidéo qui m'est entièrement dédiée. Comme il en avait fait une il y a déjà 3 semaines. Donc là, ça vire à l'obsession chez ce monsieur. C'est vrai. Quand je disais vous collectivement, c'est parce qu'il en fait plusieurs. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui les fait ou pas d'ailleurs. Moi, je pense qu'il est. Je pense qu'il a la commande de moins certaines d'entre elles, officiellement, parce que du coup, j'étais obligé de me renseigner sur ce que c'était. C'est une série de petites vidéos qui durent 3-4 minutes, faites, ça c'est extraordinaire aussi, par l'intelligence artificielle. Donc c'est extraordinaire. Donc pas de créateur, pas de production. Et qui sont officiellement destinés, d'après ce que j'ai compris, à dénoncer les clichés racistes dans leur ensemble. Dans l'ensemble. Sauf qu'on trouve des trucs très étranges dans cette série, puisqu'on va trouver une vidéo qui sert uniquement à critiquer le fait qu'Israël puisse être accusé, à juste titre, d'apartheid vis-à-vis des Palestiniens. Donc je ne vois pas trop le rapport avec le racisme. Pourquoi faire une vidéo consacrée aux accusations d'apartheid ? C'est très étrange quand même. Ouais. Et donc c'est la deuxième vidéo qu'Arthur me consacre dans le cadre de cette série. Elle me vise nommément. La première où... c'est classe. C'est très classe. La première dans laquelle j'ai été accusé d'être passionnant, entre guillemets, antisémite, pour reprendre l'expression d'Enthoven. Et là, il a trouvé un autre adverbe, mais c'est exactement la même idée générale. Donc vous ne voulez pas vous faire soigner par un... Alors c'est marrant parce que je réalise en le disant, mais vous ne voulez pas vous faire... Enfin, tu ne veux pas, puisque là c'est toi qui es visé, te faire soigner par un dentiste juif, ce qui est quand même charrie légèrement le fait que tous les dentistes seraient juifs. C'est ça qui m'a halluciné. En plus, il charrie des clichés antisémites. C'est extraordinaire. Que j'y repense. Et puis, ils vont chuter en t'accusant très clairement, et je le dis très tranquillement, c'est pas du point Godwin, en te qualifiant de collabo de nazi, puisque tu apprécierais le schnapps qui est allemand. Je vous laisse écouter. Je fais comment ? Si je résume, il te faut un dentiste qui ne soit pas juif. Sioniste. Voilà. Sacrée différence. Pour que Monsieur Caron s'y rende, mais sans GPS. Ça, c'est très important. Afin de se faire arracher une dent sans souffrance. Sans souffrance. Mais sans anesthésie. C'est ça. Et tout ça à poil. Oui, enfin... Bah si. Oui. J'ai ta solution, Christiane. Ah oui ? Mais faut donner de ta personne. Enfin, je t'écoute. Tu vas te rendre au domicile de Monsieur Caron. Oui. En guise d'anesthésie, tu vas lui bourrer la gueule au schnapps. Ok. C'est un alcool allemand, donc ça devrait pas poser de problème. Oui, ça devrait aller. Oui. Et une fois qu'il est raide défoncé, tu lui arraches sa dent toi-même, au marteau et à la faucille. Mais ça devrait lui plaire, ça, marteau et faucille. Arrête avec les blagues. Là non plus, c'était pas une blague. T'arrives à prendre ça avec humour, enfin avec légèreté, je veux dire, en disant que c'est je le prends avec, ou ça te blesse quand même. Je le prends avec recul. Parce que vu les campagnes de harcèlement que j'ai subies depuis plus de 2 ans, si j'avais pas un minimum de recul, je serais dans un hôpital psychiatrique aujourd'hui. Je ne peux pas le prendre avec humour, en revanche, d'autant que toutes ces vidéos, Arthur, par exemple, il a 4 à 5 millions de followers, tous réseaux confondus. Et je constate, lorsqu'il publie, parce qu'il a fait d'autres choses, déjà depuis 1 an, il a aussi relayé des vidéos, notamment, qui avaient été créées par Didi Force. Didi Force, tu sais, c'est cette fameuse... C'est la milice. C'est la milice. La milice franco-israélienne, absolument. Qui a été créée avec un ministère israélien pour défendre l'armée israélienne dans le génocide qu'elle commet à Gaza. Et il dit que soutient donc Arthur, puisqu'il s'est rendu déjà à des événements, puis il relaie les vidéos de cette... donc il faut quand même le dire, quoi. Tu vois, c'est pas des accusations en l'air comme ça. Donc c'est sur des éléments très précis, moi, quand je dis qu'Arthur est mêlé à la propagande pro-israélienne qui défend en réalité les actions d'Israël à Gaza en ce moment et en Cisjordanie. Bon, il a déjà relayé des vidéos diffamatoires en encourageant en plus les gens à les faire tourner. Et j'ai à chaque fois constaté qu'il s'en suivait, dans la rue directement, ou sur les réseaux, une recrudescence des insultes ou des menaces. Bon. Donc il participe très clairement à mon harcèlement avec d'autres personnes, et il se trouve que ça touche aussi ma famille. Parce que lui, il a la chance d'être protégé, c'est ce qu'il raconte en tout cas. Oui, qu'il a une protection policière. Il y a une protection, alors je ne sais pas si elle est policière ou si elle est privée. Oui. Il se trouve que moi, le ministère de l'Intérieur, là, en tout cas, a toujours refusé, quelles que soient les menaces qu'on amenait sur le bureau.
les dizaines, les centaines qu'on a pu leur montrer, non. Ils n'ont jamais considéré que j'étais une personnalité à protéger, même si on a quelques maboules quand même qui nous ont fait des choses qui peuvent quand même susciter au moins l'interrogation. Et donc Arthur, lui, participe à ça. Donc non, on peut plus rire parce que ça a des conséquences bien trop graves. Et je te le dis, c'est une annonce, même si je l'ai déjà fait comprendre à Arthur, puisqu'on a eu plusieurs échanges sur les réseaux le week-end dernier. Là, je vais porter plainte contre lui. Ah oui, formellement ? Absolument. Là, j'avais pas de doute sur le fait que, évidemment, une plainte s'imposait, mais j'ai échangé avec mon avocat hier. Et évidemment, les vidéos sont tellement graves dans leurs accusations. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes, je le vois, depuis qu'Enthoven a été relaxé pour son passionnément antisémite, des gens qui pensent qu'il faut donc tout faire maintenant, tout dire, qu'il n'y aura jamais de conséquences. Non, c'est très grave. Arthur n'est pas un polémiste. Arthur, il le dit lui-même, je ne fais pas de politique. C'est ce qu'il prétend quand il va sur un plateau. Ça fait 2 vidéos qu'il produit sur moi en proférant des accusations gravissimes, alors que ce soit d'antisémitisme, qu'il ne peut absolument pas démontrer, prouver, il n'y a pas le moindre propos, la moindre rien. Et puis maintenant, effectivement, d'accointance avec des idées nazies. Donc là, ça va beaucoup trop loin. On a à la fois du harcèlement, à la fois de l'injure, de la diffamation. Alors, il faut bien choisir le terme, parce qu'en justice, tu sais, c'est très délicat, etc. Mais là, bien évidemment que je vais porter plainte contre Arthur. Et d'ailleurs aussi je lui annonce, il y a déjà une plainte qui a été déposée contre lui, ton ami, comment tu l'appelles déjà, Aziza, hein? Alfredo Lamaleste. Ouais. Oui, aussi. Absolument. Il y a déjà une plainte qui a été déposée puisqu'il a prétendu que mes tweets de ce week-end, mes échanges avec Arthur, relevaient là encore de l'antisémitisme. Il a dit voilà. Et donc là, on est dans ce qu'on appelle pour le coup la diffamation, puisqu'il fait référence à des écrits très précis qui ne contiennent absolument pas, ne serait-ce qu'une allusion antisémite. Il n'y a rien, et même totalement l'inverse. Donc, évidemment, il va se coller une deuxième plainte, le petit Aziza. D'accord, il est un peu habitué. Donc, une plainte contre Arthur et contre donc... Alors, un point là-dessus aussi, si tu me permets. Bien sûr. Il y a des gens qui commentent aussi, disent « Ah là là, Caron, il est tout le temps en train d'annoncer des plaintes. Ah, c'est un procédurier. Oh là là, il a que ça à faire. » Je voudrais dire à tous ces gens-là que ça fait 2 ans que ma famille et moi sommes harcelés, injuriés, menacés, que ça a eu des conséquences très concrètes dans mon quotidien, que je n'ai pas été protégé par les pouvoirs publics, qu'ils ont fait le choix de ne pas le protéger, que les médias ne m'ont pas protégé non plus, parce que beaucoup d'entre eux n'étaient pas vraiment favorables aux positions que je défendais. Et que, même si la justice peut parfois aussi rendre des décisions surprenantes, néanmoins, c'est le dernier rempart qui reste, pour des élus notamment, qui veulent faire reconnaître leurs droits d'expression, leur droit à exercer leur mandat dans un minimum de sérénité. Parce que bien sûr, il faut comprendre aussi que c'est des attaques à la démocratie quand on fait ça, parce que c'est fait pour faire taire des représentants de la nation. Et mon droit de citoyen, lambda aussi, qui veut pouvoir sortir dans la rue sans regarder derrière lui, sans se retourner, ce que j'ai fait souvent, etc. Et donc la justice, à ce moment-là, c'est la seule chose qui vous reste, surtout dans cette période pré-fasciste, où toutes les libertés sont menacées. Ça, je crois qu'il faut vraiment que chacun en ait conscience. Les libertés sont menacées, les libertés des journalistes, les libertés des citoyens, les libertés des militants. Qu'est-ce qui nous reste, sachant que les digues ont sauté dans les partis politiques, chez les journalistes. Les journalistes, la justice, elle est peut-être imparfaite, mais c'est la digue qui nous reste aujourd'hui. Donc je suis obligé, je n'ai pas le choix, je suis obligé de passer par la justice pour essayer de faire reconnaître ses droits. Et c'est vrai qu'on le fait rarement par plaisir, sauf si on est procédurier, effectivement. Il y a eu un autre événement durant cette semaine, c'est l'histoire de la semaine de 20 heures, à une proposition qui avait été développée à l'université, donc à l'université d'été de Rêves. Alors je suis bien placé pour le savoir, j'étais présent, je le dis toujours. Illuminé cet événement de ta présence. C'est vrai, je me rappelle. Avec des happenings que je vous conseille de regarder, des happenings vidéo qui ont créé une espèce de suspense permanent pendant ce week-end. C'était magnifique, j'avoue. Ouais. J'y reviendrai, j'y retournerai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour qu'il y ait cet engouement, d'une part, et puis qu'est-ce qui fait que tu... alors, on va voir un commentaire sur Twitter. Qu'est-ce qui fait que tu as refusé notamment une invitation pour venir parler de cette question de la semaine de 20 heures, qui a été raillée, appelons un chat, qui a été raillée
relayé par de nombreux tweetos et médias, qui d'ailleurs, par ailleurs, la plupart ne t'ont pas consulté, ne t'ont pas appelé pour avoir des précisions sur cette proposition. Rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Quelques mois après. La réduction du temps de travail, c'est un point essentiel du mouvement que j'ai créé il y a plusieurs années, qui s'appelle la Révolution écologique pour le vivant. Et nous considérons, pour plusieurs raisons, que c'est une illusion encore que de prôner le plein emploi à 35 heures en réalité, c'est plutôt 39 heures dans les faits, hein, tu sais, sans détricoter, dans les conditions actuelles. On considère que c'est d'autant plus une hérésie que, premièrement, tu sais que la réduction du temps de travail est une logique progressiste dans l'histoire des droits des citoyens depuis 2 siècles. Donc le temps de travail, début du 19e siècle encore, c'était 12-16 heures par jour, etc. Donc c'est tout à fait logique de travailler de moins en moins. Et jusqu'à la mort, quasiment. Oui, à l'époque, c'est ça. Je ne parle même pas de l'époque récente où les enfants travaillaient. Oui, bien sûr. Bien évidemment, ça, parfois on a du mal à avoir encore en tête que c'est notre logique. Travailler de moins en moins, c'est un progrès de l'humanité, puisque tu sais qu'il y a cette régression fondamentale sur tous nos droits sociaux depuis quelques années. Il y a la notion, bien évidemment très importante, de la destruction du travail, inéluctable en raison de la progression de l'intelligence artificielle, de la robotique. Qui fait que de toute façon, beaucoup d'experts nous expliquent que le travail est en train de disparaître. Donc c'est le cas de Jeremy Rifkin, par exemple, qui l'a expliqué dans un livre il y a déjà plusieurs années, de Paul Jorion, qui l'explique également, qui nous disent qu'il faut imaginer dès à présent la société où il faudra s'inventer de nouvelles activités. Alors qu'aujourd'hui, le travail, c'est un petit peu la colonne vertébrale de nos existences. C'est-à-dire que dès qu'on est à l'école, on dit « c'est va être quoi ton boulot ? Tu veux faire quoi ?» Et puis ensuite, toute notre semaine est organisée autour de notre emploi, avec toutes les contraintes que l'on sait, notamment pour la vie familiale, les enfants, ainsi de suite. Et beaucoup de gens, finalement, ne vivent pas vraiment leur vie s'ils n'ont pas la chance d'avoir un emploi qui les passionne, ce qui est quand même encore le cas de beaucoup de gens. Toi, tu fais un travail passion. En principe, quand on est élu, c'est aussi quelque chose qu'on fait avec passion, mais il y a encore beaucoup de boulots qui sont plutôt alimentaires pour les gens qui les ont. Donc... tout ça, ce sont des motifs qui font que la réduction de travail doit s'imposer à notre réflexion. Là où même les écologistes, on va dire plus classiques en France, évacuent un peu le sujet. Et puis il y a une dernière raison, qui est un impensé politique aujourd'hui, c'est l'écologie. Si on veut vraiment être écolo, c'est-à-dire répondre à la question du changement climatique, etc., de la surexploitation des ressources. Tu sais très bien que si toute l'humanité consommait autant que la France, il nous faudrait 3 planètes. Ce qui veut donc dire que les Français consomment 3 fois trop par rapport à ce que la planète est capable de régénérer en une année. Okay, donc, ça veut dire qu'il faudrait, ne serait-ce que pour juste ne pas prendre plus à la Terre que ce qu'elle peut nous offrir, il faudrait déjà qu'en France, on baisse notre consommation par 3. Si on baisse notre consommation, on baisse également la production. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai un peu des soucis. Ça va être une des différences avec la France insoumise, puisque c'est relancer la consommation populaire. Ça veut dire quoi, relancer la consommation populaire? La question n'est pas qu'on puisse plus consommer, c'est qu'on consomme mieux, des choses durables et que les gens ne manquent de rien de l'essentiel. En revanche, qu'on puisse dès à présent s'affranchir du superflu, du remplaçable, des choses, du jetable, de ce qui nous est imposé par la publicité, des plaisirs fabriqués, des besoins fabriqués. Ça, c'est un vrai projet écologique. Et bref, si tu mets tous ces arguments les uns à côté des autres, on en arrive à l'évidence que nous travaillerons moins. C'est comme ça. Et je trouve que c'est une hérésie intellectuelle que de prétendre le contraire. Il faut que tu saches qu'aujourd'hui, qui nous dit que le travail va disparaître, par exemple, ce n'est pas un dangereux gauchiste, c'est Musk qui l'a dit il y a encore quelques jours. Il dit, moi, je vous dis que dans quelques années, il n'y aura plus de travail. Alors, moi, je ne vais pas aller dans les extrêmes de Musk. Donc, ce que proposait la Rêve, mon parti écolo, c'est dès à présent acter le fait qu'il faut que nous nous dirigions vers un horizon à 20 heures de travail par semaine. Il y a déjà eu des expériences, tu sais, dans de nombreux endroits, en Grande-Bretagne notamment. On a fait travailler des entreprises à 28 heures pour la même quantité de travail effectué que sur les 35 heures. Et on s'est rendu compte que les gens étaient plus heureux parce qu'ils avaient effectivement du coup beaucoup plus de temps derrière, qu'ils étaient plus productifs, plus heureux, etc. etc. Déjà, on parle sur du 28, tu vois, 28 heures. Sachant que c'est des expériences qui ont été menées en Allemagne aussi, 28. Nous, on dit, ne nous arrêtons pas à 28, passons à 20.
Sachant que, pourquoi je parle de 15 heures aussi, 20 heures, ça c'est dans le programme. Et puis, un jour, ce sera 15. Ça, c'est Keynes qui nous l'avait dit. Keynes nous l'avait dit il y a un siècle. Il a dit, en 2030, nous ne travaillerons plus sans doute que 15 heures parce que nous aurons produit suffisamment pour subvenir à nos besoins. Cette idée qu'on fait de la politique sans essayer de trouver des horizons ambitieux. Notamment, on ne peut pas dire à la fois je combats le système capitaliste. Moi, quand j'entends Marine Tondelier qui, sur un plateau, on lui dit est-ce que vous êtes capitaliste ou anticapitaliste ? Et elle répond qu'est-ce qu'il y a d'autre à part le capitalisme ? Pour moi, ça, c'est une défaite de l'esprit. Un parti écolo, aujourd'hui, il doit être radical. C'est aussi la raison pour laquelle on a des positions sur notre rapport aux animaux non humains qui sont radicales. Oui, Chérève, vous qualifiez vous-même de radicaux. Hein. Ah, bien sûr. Ouais. Mais sur la question du travail, de notre rapport au temps, de notre rapport à notre existence, au sens de la vie, on doit être radicaux. Donc, imaginer l'ère post-capitaliste, c'est bien évidemment penser notre rapport au travail, et pas sur une base de 35 heures, ni de 32, ni de 30, mais de tenir compte des réalités économiques qui nous disent, je te dis, des grands libéraux, des grands capitalistes nous disent que le travail va disparaître, et pour l'anticiper, parce que si on n'anticipe pas, c'est là qu'est la catastrophe, c'est-à-dire qu'on essaye de maintenir les gens sous respiration artificielle, avec toujours des bases qui sont, alors tu travailles pas 35 heures, du coup, pas de bol pour toi, t'as pas de quoi payer ton loyer, t'as pas de quoi payer ta nourriture et l'éducation de tes enfants. Donc, c'est tout ça que nous, on est en train de remettre en cause. Ce qui est très intéressant dans la séquence, pardon, je suis très long, mais ça me va très bien. Mais j'en ai pas parlé depuis que ces vidéos sont sorties. Ce qui est très intéressant, c'est que donc, nous avons, sorti une vidéo de l'université d'été à laquelle tu étais, mais il y a quelques jours seulement, parce qu'on l'a fait avec un peu de retard, qui était une vidéo où je parlais notamment de cela. Ça a été repéré par quelques tweetos, on appelle ça comme ça. Toujours. Et ensuite, des journaux mainstream ont repris cette idée. Mais eux, ils l'ont fait de manière très provocatrice. Comme je disais dans ma phrase, on est à 20h. Et un jour, pourquoi pas 15, n'ayons pas peur. Car on propose la semaine de 15 heures. Comme si, à l'Assemblée, je venais déposer une proposition de loi, ce qui n'est absolument pas le cas. Je suis quand même pas... J'essaie quand même d'être assez réaliste dans mes actions. Donc, évidemment que dans le système actuel, ça n'est pas possible. Et que cette mesure que nous proposons, les 20 heures, s'inscrit dans tout un panel d'autres mesures. Une réflexion sur la démocratie, parce que ce temps libéré te permet cette fois-ci de t'impliquer beaucoup plus dans la vie démocratique, à la fois de ton quartier, de ta ville, mais également de ta région ou de la nation, parce qu'il faut du temps pour faire de la politique, il faut du temps pour se renseigner, et ainsi de suite. Mais évidemment, ça te permet de profiter davantage de ta famille, de tes amis, d'actions associatives, d'activités de développement personnel. Enfin, voilà. Il y a tout un modèle qui est pensé autour de cette réduction du temps de travail, en imaginant l'économie qui pourrait résulter de la destruction des emplois par l'intelligence artificielle et par les robots. Et ce qui est intéressant, c'est que les médias donc ont sorti des grands titres très racoleurs, car on propose la semaine de 15 heures. Pas un. Alors, ils ont fait même des éditos sur LCI, sur RMC, etc. Pas un quasiment ne m'a invité, même en presse écrite. On a appelé le Parisien qui avait fait un article là-dessus. Je fais, on a vu votre article, mais on aimerait bien vous expliquer. Ah ben non, on n'a pas la place. C'est extraordinaire. Ouais. On aimerait bien vous expliquer pourquoi on a dit ça, dans quel contexte on l'a dit et comment on imagine les choses. Et donc les gens ont surtout sorti des articles pour se foutre de ma gueule. C'était une manière aussi d'essayer de me tacler politiquement. Alors oui, il y a une invitation sur LCI, mais j'ai pas vu le texto. Donc on a rappelé LCI le matin même pour dire on a raté, on n'a pas vu le truc, mais si vous voulez, je viens vous expliquer. Et là, ils me disent, non, c'était pour ce matin. On peut venir demain vous l'expliquer. Non, ça ne nous intéresse pas, c'était juste aujourd'hui. Et après, ils nous disent, mais si vous voulez, on pouvait faire un duplex de l'Assemblée. Là, on a une émission, vous pouvez faire 5 minutes de duplex. Non, attendez, c'est un sujet sérieux. Je ne fais pas 5 minutes de duplex sur un truc comme ça. Et ensuite, il y a eu BFM qui m'a invité. Alors, c'est très intense. Il t'invite 2 jours ou 3 jours avant. Enfin, non, souvent, il t'invite 1 heure avant. Mais si, tu vois, par exemple, il t'appelle le jeudi, il fait ce week-end, vous pourriez, alors je veux bien, mais on se cale un truc, et puis vraiment, on l'annule pas à la dernière minute, parce que moi, je vais m'organiser pour venir chez vous. Bien sûr. Et j'aurais donc demandé de me faire une invitation ferme, et là, ils ne sont plus jamais revenus vers moi. Donc, voilà, ça, c'est extraordinaire, le fonctionnement d'un système médiatique. Mais je suis très content que... Voilà, on ait pu avoir l'explication en profondeur de cette proposition. Oui, mais quand même, je pense que les gens capteront. Puis de toute façon, il suffit d'aller voir les propositions de Rêve pour en savoir un peu plus et aller plus en avant. Alors, l'heure tourne. On est tenu par un délai pour des raisons techniques. On va parler de des commissions d'enquête de l'audiovisuel notamment, et puis des dirigeants, des ex-dirigeants de l'Arcom. Alors moi, je m'étais amusé. Donc, je répète que je regarde
regarde régulièrement ça avec intérêt. Je m'étais amusé à pointer l'ambiance de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public, notamment avec Delphine Ernotte et ses lieutenants. Et j'avais mis un résumé très personnel sur lequel tu avais rebondi, où on entend le président de la commission dire Monsieur Caron, Monsieur Caron, Monsieur Caron. Je vous laisse écouter. En tout cas, Monsieur Caron, je sais pas sur quel temps, Monsieur Caron. Alors, il y a eu idem, je ne vais pas vous le montrer, mais pour Ercilia Soudet, Madame Soudet, et ainsi de suite. Tu as fait un montage. Alors, j'ai l'impression, je peux me tromper, que tu en fais de plus en plus de ces fameux montages où tu mets des parties en accéléré parce que bon, ça, c'est pas forcément très intéressant. Et puis, ça dure 7, 8, 10 minutes parfois, où on a un condensé de ce qui s'est passé. Je trouve ça bien parce que ça donne envie du coup d'aller voir les fameuses commissions d'enquête qui peuvent durer parfois plusieurs jours. Non, ça dure plusieurs mois. Oui, pardon, je parle sur un même sujet, enfin sur une même audition. Oui, bien sûr, ça dure très longtemps. On a l'impression que, à t'écouter sur cet extrait, on a l'impression que tu es insatisfait par les réponses. Je vous laisse écouter. Sur les moyens, monsieur le député, oui, il y a une question de moyens. Je pense en même temps que... Merci Roch-Olivier Mestre. Il y avait une demande de monsieur Émeric Caron à qui j'accorde 30 secondes pour pouvoir rebondir et madame Soudet. Merci Madame la Présidente. Rapidement, vous dites que l'Arcom prendra ses responsabilités si elle constate que CNews ne respecte pas ses obligations. Or, l'Arcom a déjà constaté des dizaines de fois que CNews ne les respecte pas. Elle n'a donc pas pris ses responsabilités puisqu'elle a renouvelé sa fréquence gratuite à CNews. Je repose donc ma question. Qu'est-ce qui vous a poussé à penser que CNews avait toujours sa place sur la TNT gratuite en prenant donc la place d'autres chaînes ? Et puis, deuxième point, en ce qui concerne les pressions de Gérard Larcher sur France Télé et sur complément d'enquête, c'est une information confirmée par Mediapart. Et donc, est-ce que cette révélation vous choque ? Nous avons considéré, le collège a considéré, à tort ou à raison, à tort de votre point de vue, d'autres pourraient considérer à raison, que l'autorité ne disposait pas des éléments pour conduire à cette position que vous exprimez. Contrairement à C8, où il y avait un historique de décision de l'Arcom considérable et du CSA sur une très très longue période. Alors je vais te laisser évidemment réagir et préciser ce qui s'est passé dans ces deux commissions notamment. Moi je suis très surpris dans ces commissions sur un point, c'est que généralement on attend les réponses, on écoute les questions. Et là, quand on sort de ces commissions, après plusieurs heures, plusieurs jours, on est plus intéressé finalement, on est plus nourri par les questions que par les réponses. C'est-à-dire qu'on apprend plus de choses par les questions qui sont des prétextes à raconter quelque chose, à raconter... Alors évidemment, on pose la question. Enfin, en même temps, je vous vois bien tous, vous pointez un problème. Et derrière, il n'y a pas de réponse. Donc du coup, on est plus intéressé par les questions que les réponses. Qu'est-ce qui se passe dans ces commissions ? Une commission d'enquête parlementaire, elle est dirigée par un président avec un rapporteur. C'est le président, en l'occurrence, qui décide de la manière dont les débats vont se tenir, de l'organisation, de la répartition du temps de parole. Donc ça peut être très variable. J'ai été dans une commission d'enquête, par exemple, sur les violences en manifestation. C'était un président LR et un rapporteur macroniste. Et je me suis très bien entendu avec eux. Et ils ont été très souples dans la manière de me permettre d'intervenir sur un sujet donc lourd. On recevait des ministres de l'Intérieur, des préfets, etc. Je dois dire que le temps de parole des participants, c'est-à-dire des membres de la commission d'enquête, sont des députés qui ont été choisis, nommés par leur groupe pour représenter le groupe dans cette commission d'enquête, sur la base du volontariat évidemment. Leur parole est limitée évidemment en temps. Pour que si tout à coup il y a 25 députés qui sont présents ce jour-là, que chacun veut prendre la parole, c'est compliqué. Donc on doit déterminer une manière de procéder, c'est-à-dire combien de temps de parole par question, est-ce qu'on fait une relance tout de suite, etc. Il y a plusieurs méthodes, et ça varie en fonction du président. Par exemple, lorsque j'étais dans une commission d'enquête sur la TNT, qui était une commission d'enquête LFI, le président, le rapporteur était LFI, mais le président était macroniste, le président avait décidé que... chaque personne qui posait une question avait 3 minutes. Ça, je trouvais que c'était pas mal. 3 minutes qu'elle pouvait utiliser comme elle voulait. C'est-à-dire qu'elle pouvait poser une question d'1 minute, puis immédiatement après la réponse de la personne, utiliser les 2 autres minutes pour faire des relances. Oui. Bon. D'après ce que j'ai compris là, non,
on a un temps de 2 ou 1 minute. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Là, en l'occurrence, c'était 2. Mais tu poses ta question et après, tu fermes ta gueule. Et en plus, le président de cette commission d'enquête qui est consacrée en effet à l'audiovisuel public, qui est menée, il faut quand même bien le dire, de manière peu sympathique vis-à-vis de l'audiovisuel public par un rapporteur UDR, donc c'est la droite ciotiste qui veut privatiser l'audiovisuel. Donc c'est une commission qui a priori est une commission à charge. Moi, je défends terriblement l'audiovisuel public, je suis absolument opposé à sa privatisation. Au contraire, il faut le renforcer, donner plus de moyens, mais je suis aussi très critique sur son fonctionnement actuel. Donc j'essaie de trouver ma voie entre ces positions. Et donc, pour moi, ça m'intéressait beaucoup d'avoir ce questionnement, même si ce sont des personnes que je rencontre par ailleurs dans d'autres fonctions. Mais là, dans le cadre d'une commission d'enquête, ça m'intéressait d'avoir des réponses sous serment. Tu sais, c'est très sérieux. Oui, bien sûr. Il peut y avoir parjure, les personnes qui mentent peuvent être poursuivies, et ainsi de suite. Donc, et là, il se trouve que le président a décidé qu'on avait que 2 minutes. Et en plus, dans les séquences que tu as vues, il donne la parole à tout le monde, il fait enchaîner 10 intervenants. On ne sait plus où on en est. Enfin, comme tu sais que tu n'as qu'une prise de parole, tu te retrouves comme moi à poser 6 questions en même temps. Et la personne en face, il répond une fois qu'elle a reçu, tu vois, par exemple, 30 questions. Ce qui n'a aucun sens, tu sais bien. Bien sûr. Tu vois très bien comment ça fonctionne. D'ailleurs, Delphine Ernotte a dit à plusieurs reprises, je vous répondrai par écrit, parce qu'elle était incapable de... Mais le président m'a dit ça. Donc, il se trouve que moi, j'ai posé des questions qui étaient effectivement assez embarrassantes pour la présidence de France Télé. Ernotte n'a pas répondu elle-même, c'est son bras droit, secrétaire général, M. Tardieu, qui a répondu, complètement à côté de la plaque. En principe, je dois avoir l'opportunité de lui dire non, attendez, excusez-moi, vous voulez bien répondre à ma question, s'il vous plaît. Sauf qu'à ce moment-là, le président a coupé mon micro pour m'empêcher d'intervenir et de réclamer mes réponses. Je lui ai fait remarquer que les personnes qui étaient auditionnées fuyaient les questions. Il n'a rien voulu savoir. Il a protégé d'une certaine manière tous ces gens-là. Et donc, il va faire 2 choses. Il va couper mon micro pour m'empêcher d'intervenir. Et comme je m'exprime néanmoins et que je suis obligé en plus d'osser la voix puisque je n'ai pas le micro, il va essayer que même ça ne puisse pas être entendu, puisqu'il sait, il n'arrête pas de dire « nous sommes filmés, nous sommes filmés, nous sommes filmés ». Il le répète au moins 10 fois, donc il a conscience que tout ça, il va rester des traces vidéo. Et pour qu'on ne puisse absolument pas entendre ce que je dis, il couvre ma voix de M. Caron, sachant en plus qu'il n'a pas d'argument. Il n'a pas d'argument à m'opposer parce que ce que je dis est tout à fait juste. Pardon, nous auditionnons des gens, nous devons avoir des réponses, on ne les a pas. Et là, à un moment, il me dit effectivement, c'est des choses extraordinaires. Monsieur, si vous n'êtes pas satisfait des réponses, vous n'avez qu'à écrire à France Télé pour qu'ils vous répondent par écrit. Alors je dis, mais c'est quoi ce truc débile ? On a des gens en face de nous, c'est pas pour leur envoyer des lettres. Bien sûr. Donc, ce sont des commissions d'enquête qui peuvent être parfois intéressantes si elles sont bien menées et qui peuvent parfois tourner à la bouffonnerie si elles sont menées comme actuellement sur cette commission d'enquête sur l'audiovisuel. C'est ce qui est le cas. Vous y retourneriez ? Vous y seriez ? Il y a pas mal d'auditions qui doivent encore avoir lieu. Honnêtement, franchement, j'hésite beaucoup à y retourner, tellement c'est frustrant. C'est ça. Tout le travail est saboté, quoi. On arrive avec des dossiers. Moi, c'est un dossier que je connais bien, donc j'ai vraiment des questions très précises à poser. Et en raison de la manière dont les débats sont menés par l'équipe qui mène cette commission d'enquête, qui est complètement antidémocratique, en réalité, ça salope tout notre travail. Donc oui, je vais peut-être faire une dernière tentative. Il y a la présidente de Radio France qui est auditionné demain, au moment où on enregistre cette émission. Donc, je vais probablement y aller, mais avec peu d'illusions sur ma capacité de faire mon travail. J'imagine, et c'est bien navrant. Merci beaucoup, Émeric Caron. On va en rester là. Pour aujourd'hui, nous allons maintenant passer... Alors, malheureusement, je vais faire une impasse sur la partie coup de cœur, mais nous allons passer aux remerciements que nous n'avons pas fournis depuis plusieurs semaines. Alors, dans les remerciements, je voudrais faire un coucou chaleureux et fraternel à Loulou Louisart et Serge Dignazio. Ce sont 2 photographes qui ont fait un travail absolument extraordinaire au cours de différentes manifestations, pas seulement à Paris d'ailleurs. Ils ont couvert vraiment tout. On va voir la jaquette. Ils ont couvert la quasi-totalité des nombreuses, des dizaines, des centaines de rassemblements et de manifestations qui ont eu lieu dans la France pour Gaza. Ça s'appelle Image d'humanité. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous en reparle. L'image d'humanité quand la rue s'exprime, car les vedettes, ce sont réellement les anonymes qui se sont couverts, qui ont fabriqué des écriteaux, des panneaux, des slogans, enfin voilà. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce bouquin, c'est qu'il y a une espèce de fil conducteur, alors je te le prêterai avec plaisir.
il y a une espèce de fil conducteur qui est que tous ces gens sont absolument rayonnants, ils sont tous beaux, ils ont une beauté militante, alors qu'on est sur un dossier quand même assez grave. Là, on était au cœur du génocide à ce moment-là, sur la plupart des manifestations, et ils sont tous vraiment radieux, souriants, comme je sais pas... Oui, je peux permettre une remarque. Ce que tu dis, c'est lié au fait que je l'ai beaucoup constaté dans les manifs, toi aussi. Il y a vraiment des décharges d'humanité, parce que... en fait, on se retrouve entre personnes qui sont révoltées par la même barbarie et qui appellent à ce sursaut d'humanité, et en disant mais revenons aux valeurs fondamentales qui font qu'on est des êtres humains qui ne pouvons pas rester silencieux face à de telles atrocités. Et le fait qu'on soit ensemble, enfin, surtout que ce sont beaucoup de gens qui sont ulcérés par les résistances qu'ils observent dans leur quotidien, qui parfois en sont victimes eux-mêmes, et tout à coup, on est, j'ai envie de dire, dans une safe place pour les humanistes. C'est vrai. Et on est en plus entre nous, il y a un côté fraternel et voilà, qui est absolument extraordinaire. Et voilà, comme je le dis, vraiment, je vous invite à le retrouver. Je ne sais pas si je prends la page 168, par exemple. Ah bah c'est moi. Pardon. Mais si on prend n'importe quelle page, en fait, tous les gens sont vraiment magnifiques. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est épuisé. Ils vont rééditer ce livre. Donc je vous invite à aller voir sur les réseaux pour vous le procurer. Et ils viennent de reverser, donc Loulou et Serge viennent de reverser 4 000 € à Palmed, donc ça part directement à Gaza, et c'est magnifique. Aussi magnifique que deux personnes qui se trouvent dans le public, ici présentement, et qui, Marie-Thérèse et Emma, qui font partie du collectif Gaza Humanité, qui poursuivent leurs actions artistiques. Alors ils étaient à l'université de Rêve, à l'Uni-Rêve-Cité, et ils parcourent les villes de France, les villes d'Europe également, pour aller faire des installations comme ça, ce qu'ils appellent donc des actions artistiques. Alors je le précise que tous ces gens-là sont bénévoles, le font parfois, mais comme par exemple Emma en quittant son travail, en n'ayant plus aucune ressource pendant une longue période pour se consacrer entièrement à Gaza, parce que choquée et parce que habitée par cette fameuse humanité dont tu parlais tout à l'heure, Gaza Humanité. Et donc je salue toutes ces centaines de bénévoles et de militants pour Gaza, et vraiment je leur tire un coup de chapeau. Puis évidemment je le fais à travers nos deux camarades ici présentes, Marie-Thérèse et Emma. Je précise que vous pouvez retrouver sur internet, en tapant Gaza Humanité, un certain nombre d'œuvres d'art, puisqu'il y a aussi des artistes. Emma est une artiste. Des œuvres d'art qui à un prix très modique sont vendues, et ce sont des œuvres originales. Elles sont vendues évidemment au profit de Gaza, donc chapeau à elles et à eux. Je voudrais saluer également Farida de Conflans-Sainte-Honorine, Olivier de Paris, Marseille et Grenoble, Likita d'Orléans et de Courbevoie, c'est des globetrotters, les gens qui regardent l'œil de Moumou, Anne-Thierry et Tolgan de Saint-Vincent, c'est également Orléans, Aurélio et Pascal, alors ce sont deux secrétaires généraux de l'Union départementale CGT du Loiret, en région Centre-Val de Loire, et qui sont tous les deux fans inconditionnels de la SSE. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un critère de recrutement, mais en tout cas, je les salue. Voilà, fraternellement également. Ahmed de Suresnes, un autre Ahmed de Montrouge, ainsi que, alors j'étais, je le rappelle, à Caen pour les 8 heures pour Gaza il y a une semaine, donc j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires. J'y suis allé pour intervenir sur Gaza et les médias. J'ai rencontré donc un certain nombre de personnes, donc Abel et Talia de Stanford, Jérôme d'Hérouville, Jean-François et Lynn de Caen, et leur fille Claire qui est à Lille et que j'embrasse tout particulièrement, et à qui je souhaite énormément de courage. Françoise d'Hérouville également, Georges et Magali de Caen et Argentan, Karima et Jean-Marie d'Orseul, Viviane de Caen, Nadège de Rotz, Mouloud et Lamia de Caen, Nora de Caen. C'est bientôt fini, je vous rassure. Tu fais tous les spectateurs de l'émission ? Tu fais tous les Non, spectateurs. tous les gens, il y en a un peu plus. Mais non, c'est tous les gens que j'ai le plaisir de rencontrer qui viennent à ma rencontre et qui. Mais je leur explique gentiment que c'est sans eux, on n'existe pas. Et donc je trouve que c'est sympa de leur faire un petit coucou quand je le peux. Je l'avais fait avec tous les gens que j'avais rencontrés à l'Uni-Rêve Cité notamment. Donc il y a Eni d'Escoville et Nina, sa fille de 6 ans, que j'embrasse très chaleureusement. Hayette de Verson. Je le dis bien, Nathalie de Luc-sur-Mer et sa maman Jocelyne de Breteuil. Et je finis par Marois de Colombie. Merci infiniment, Aymeric. Bonne continuation pour les travaux parlementaires. Et merci, puis, merci pour ton invitation. Bonne fête. Non, c'est toujours un plaisir, vraiment, sincèrement.
Merci à vous d'avoir suivi cette édition de L'œil de Moumou et sachez que nous lançons notre grande campagne de dons 2026. Et comme chaque année, on ne peut compter ni sur le Père Noël, ni sur aucun milliardaire, mais on peut compter sur vous avec un objectif clair, franchir et dépasser le palier des 150 000 €, un palier qui nous permettrait non seulement de clôturer l'année 2025 sereinement, mais aussi d'aborder 2026 avec la force et la confiance nécessaires pour continuer le combat, celui d'aller évidemment sur la TNT francilienne, voire nationale.